faut récupérer votre bouteille là parce qu'elle est un peu loin quand même. Oui, merci. Je sais pas, ouais. Vous connaissez toutes les deux? Oui, très bien. On a lu nos romans. Vous vous êtes lus? Oui. Et on se lit régulièrement. Oui, C'est oui. pas la peine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette rencontre où tout bascule. Quand tout bascule avec Marie Vareille qui publie La dernière allumette aux éditions Charleston, pardon, pas Chesterton, excusez-moi, ça commence mal. La dernière allumette chez Charleston et puis Laure Manel, 5 cœurs en sursis aux éditions Michel Lafon. Alors toutes les deux, comme le titre l'indique, quand tout bascule, il y a une narration qui n'est pas celle du polar, mais qui est quand même celle du retournement. Aussi, vais-je vous demander de m'aider pour indiquer de quoi il s'agit dans chacun de vos livres. Je ne veux pas faire de gaffe, et comme je le fais souvent, je m'arrêterai à ce que vous dites et à ce que vous ne dites pas pour les questions et la conversation que nous aurons ensuite. Laure, Bonjour. Bonjour, Laure. On part à La Rochelle. Oui. On part à La Rochelle. Alors, c'est le 11e livre. Hein, Oui, c'est ça, 10e roman. 10e roman. On a laissé Adèle à Ouessant. Donc, ce que disent les silences, c'était l'année dernière. Et on retrouve là une famille à La Rochelle, à qui il arrive un drôle de truc. Oui, on n'a pas trop envie d'être à leur place. Non. Oui, c'est une famille, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, on va dire, qui vit à La Rochelle, en effet. Donc, une famille de 4. Il y a Marc qui est marié à Catherine. Marc a une bonne situation. Catherine est femme au foyer. Ils ont 2 enfants, Anaïs qui a 13 ans et Florian qui a bientôt 7 ans. Et un matin, la police vient chercher Catherine pour l'arrêter et la placer en garde à vue parce qu'elle est accusée ou en tout cas soupçonnée d'avoir commis un meurtre. Et là, on est en février 2001. Oui, exact. Alors, au départ, on se dit, tiens, c'est curieux 2001. Pourquoi nous a-t-elle déportés dans le passé? Il y a une raison, c'est-à-dire qu'il va y avoir une question de prison. De temps qui passe, voilà, et de prison. Oui. De temps qui passe. Une incarcération longue. Donc, vous vous êtes posé la question de ce qui se passe dans la famille de ceux qui sont accusés. Oui. Je pense que c'est un sujet pas très souvent abordé, enfin en tout cas à ma connaissance, même si on ne sait jamais tout ce qui a été écrit, bien sûr. Et oui, ça m'a semblé être intéressant. J'avais envie, j'ai eu un déclic pour raconter cette histoire. Je savais que je voulais aller vers le fait divers, vers la thématique du fait divers. Et un jour, j'ai vu une émission qui s'intitulait Un criminel dans la famille. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, et notamment justement avec, pour les points de vue, peut-être qu'on en parlera après, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de voir que ressentent, comment réagissent tous les membres de l'entourage de l'accusé, parce qu'on pense facilement à la famille d'une victime. On éprouve forcément une empathie immédiate pour l'entourage de la personne qui a été tuée, par exemple. Évidemment que c'est terrible. Mais on oublie peut-être que l'entourage de l'accusé va vivre aussi des choses très difficiles et un véritable tsunami, quoi, en fait. Et ça, on le lit avec vous. Alors, effectivement, on viendra sur la question des points de vue, qui est la grande question des choix narratifs que vous avez fait pour ce livre. C'est aussi une vraie question dans le livre de Marie Vareille. Marie, pour vous, c'est le 8e roman après Désenchanté il y a 2 ans. Vous avez commencé, vous fêtez vos 10 ans d'écriture cette année, en tout cas de publication. Voilà, parce que l'écriture se fait depuis plus longtemps, mais je suis publiée depuis 2014. Avec Ma vie, mon ex et autres calamités, apparemment ça s'est arrangé depuis. Hein, un petit peu, ouais. Alors vous racontez une histoire qui aussi est empruntée à plusieurs points de vue. Mais on démarre avec une femme qui s'appelle Abigail et qui vit depuis 27 ans, retirée du monde et qui a fait vœu de silence. Dans un couvent, oui. Voilà, dans un couvent, donc. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, effectivement. D'accord. Non, mais parce que... bref, c'est là que je ne peux pas dire plus que ce que... Oui, non, mais ça, on le sait dès le début. Elle est effectivement... C'est vrai, mais à la fin, j'avais oublié que c'était un couvent. D'accord.
en cours de route. Pour des raisons que vous comprenez et que les autres ne comprennent pas. Oui, d'accord. Vous aussi, hein, à la fin, on oublie que c'était un couvent. Merci. Donc alors, Abigail raconte une drôle d'histoire, une histoire d'enfance. Elle n'est pas toute seule à raconter d'ailleurs, mais de quoi s'agit-il dans ce livre ? En fait, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, donc Abigail et Gabriel. Et c'est effectivement raconté à travers le point de vue d'Abigail. Ils ont grandi ensemble dans une famille avec un papa qui, avec eux, était un gentil papa, mais qui était violent avec leur maman. Et l'idée, c'est de voir comment on grandit dans ces circonstances. Et on fait donc des allers-retours entre le passé et le présent. Donc Abigail, enfant, qui raconte sa vie dans son journal, qui à la fois comprend parfois ce qui se passe, mais parfois le lecteur comprend mieux qu'elle qu'il y a un problème, parce que finalement pour elle c'est normal. Et Abigail à l'âge adulte, qui effectivement s'est retirée définitivement du monde, parce qu'il est arrivé quelque chose dans cette famille, on ne sait pas quoi. Quelque chose qui l'a traumatisée et donc elle a décidé de rentrer au couvent et de faire vœu de silence, alors que son frère lui a choisi une autre voie. Il est devenu artiste et à l'inverse c'est un artiste très populaire, parisien, voilà, très en vue on va dire. Et toutes les 2 semaines, il vient voir sa petite sœur au couvent et il lui raconte sa vie. Et donc Abigail est au courant de toute la vie de son frère. Et elle observe, et l'idée c'est de voir comment on grandit, quel adulte on devient quand on a eu l'enfance qu'ils ont eue. Est-ce que vous le prenez mal si je vous dis que vous êtes une sacrée mystificatrice ? Non, j'adore. Alors vous ne donnez pas beaucoup d'éléments pour que je puisse vous poser des questions sur ce livre. On va quand même tenter. On a l'impression que vous avez eu envie de travailler dans ce livre la question nous ne connaissons jamais vraiment ce qui nous entoure. Est-ce que c'était ça le point de vue d'ailleurs qu'on va retrouver chez Laure d'ailleurs ? Oui, c'est le cas parce qu'on voit, on ne connaît des gens que ce qu'ils nous montrent et on a tendance facilement à faire des raccourcis, à avoir des jugements et puis à plus les remettre en cause. Et donc c'était un peu l'idée de ce livre, de dire à l'extérieur tout semble aller bien et puis pas forcément. Et c'est intéressant aussi dans le journal justement d'Abigail enfant de voir parce qu'elle va voir, l'école lui demande d'aller voir un psy, etc. Mais même la psy ne comprend rien à ce qui se passe vraiment dans sa vie. Et alors qu'elle l'interroge, qu'elle lui parle, mais elle ne sait pas. Parce qu'elle n'entend que ce qu'Abigail lui dit, et Abigail, elle invente beaucoup de choses. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a intéressée aussi dans l'écriture, que je trouvais amusant. C'est d'avoir une narratrice dont on n'est jamais très sûr qu'elle dit toute la vérité, parce qu'elle a plein de trous de mémoire, elle l'admet elle-même, parfois elle se trompe, elle est un peu perdue, quoi. Et j'aimais bien cette idée que le lecteur ait toujours un doute sur, mais est-ce que ce qu'elle dit, c'est vrai ? C'est pour ça qu'il y a plusieurs points de vue aussi, pour que... Quand vous parlez de l'Abigail à qui on ne peut pas forcément trop faire confiance, vous parlez de quelle Abigail ? L'adulte ? L'adulte, oui. Laure, vous avez lu le livre de Marie ? Oui. Qu'en avez-vous pensé ? Super, bien joué. Bien joué, c'est malin, c'est habilement mené. Voilà, il y a 2 grosses surprises. Il y en a une que moi j'avais devinée, mais l'autre, alors là, elle m'a eu, mais totalement. J'ai presque lâché le livre et j'ai lu son livre d'une traite parce que j'étais dans l'avion et je l'ai lu d'une traite. Et vraiment, il est super. Alors, quel type de point de vue avez-vous choisi ? Parce que vous parlez, Marie, et on va revenir alors justement sur cette question-là. Vous avez choisi comme titulaire de la narration Abigail, mais pas seulement. Il y a d'autres points de vue qui racontent en fait la même histoire, mais autrement. Qui intervient dans ce livre ? Un psychiatre qui reçoit effectivement une jeune femme qui subit de la violence dans son couple, mais qui est dans le déni. Et en tout cas au début du livre. Et ça, l'idée, c'était une voix qui n'existait pas forcément au début du livre. Parce qu'au début, mon idée, c'était vraiment de parler de la violence conjugale, mais à travers le regard des enfants, de qu'est-ce que ça fait aux enfants. Parce que les enfants, tant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas physiquement en danger, on ne va pas nécessairement les placer, sauf qu'en réalité, ils n'ont pas besoin d'être victimes directes de la violence pour être gravement traumatisés.
Et au départ, à la base de ce livre, il y avait une stat que j'avais lue et qui m'avait énormément choquée, qui était que 3 enfants sur 4 qui grandissent dans un foyer avec de la violence conjugale, y compris si eux-mêmes ne sont jamais victimes directement de cette violence, ils sont simplement spectateurs. 3 sur 4, ils finissent adultes, soit par être victimes de leur conjoint, soit par être violents avec leur conjoint. Et ça m'avait vraiment... Enfin, oui, j'avais trouvé que c'était quand même désespérant comme statistique. Et il y a aussi du coup cette question dans le livre qui était importante pour moi, ce qui est que est-ce qu'on est condamné à reproduire les erreurs, les fautes de nos parents, ou est-ce qu'il y a un autre chemin, et à quel point c'est difficile si on veut faire différemment de s'en sortir. C'est aussi un tatouage 3 sur 4 qui est sur le poignet de l'un de vos personnages, Gabriel. Pourquoi l'avez-vous fait porter ce stigmate? Parce que à la fois c'est une fatalité. Il y a une phrase dans le livre qui on désapprend jamais tout à fait ce que les actions de nos parents nous ont enseigné. Et pour un enfant, moi ça me frappe avec mes filles elles ont 3 et 5 ans. En tant que parent, vous êtes juste un espèce de modèle absolu. Vous êtes ce qu'est un adulte, c'est un parent. L'enfant, quand il est petit, ne remet pas en cause jamais ce que fait ses parents. Parfois, plus tard, il y arrive, mais sur le moment, c'est juste sa normalité, en fait. C'est juste, les adultes se comportent comme ça, et donc tous les adultes doivent se comporter comme ça. Et c'était un peu cette idée, à travers le regard d'Abigail enfant, de dire, ça la choque pas particulièrement cette violence chez elle. Elle est là et elle a toujours connu ça. Et j'ai oublié votre question. Le tatouage. Ah oui. Pourquoi Gabriel? Oui, et donc est-ce qu'une fois qu'on a cette info, qu'on sait qu'on est potentiellement déterminé, on arrive à lutter contre ce qu'on a engrangé dans son enfance, avec cette idée qu'il y a 2 façons de lire cette stat. On peut être 3 sur 4 qui finit mal, mais il y en a 1 sur 4 qui s'en sort. Et donc l'objectif, ce serait plutôt de voir le 1 sur 4 plus que le 3 sur 4. En tout cas, c'est une hantise portée dans le livre par votre personnage. Oui. Les 2, à l'âge adulte, sont conscients qu'ils ont été gravement traumatisés, oui. Qu'il y a des choses... des séquelles qui restent de toute cette violence à laquelle ils ont assisté dans leur enfance. Et dont ils ont fait un peu les frais aussi. Ah bah complètement, oui. Pour le garçon. Oui, bien sûr. Traumatisme, c'est aussi le sujet. Comment on dépasse un traumatisme? C'est aussi la question de votre livre, Laure. On parlait de la question des points de vue, justement. Oui. Là, le traumatisme, il est avéré. Il y a un drame pénal qui surgit dans cette famille et qui s'installe durablement, puisque cette question-là n'est pas remise en question, enfin n'est pas démentie. Oui. Donc il y a une femme qui se fait arrêter et qui est accusée et puis incarcérée. Oui. Donc je me suis intéressée à ce que va vivre son entourage, donc en l'occurrence donc évidemment son mari, ses 2 enfants, mais aussi sa propre mère, Josette, et sa sœur Nathalie qui vit plus loin, à Grenoble. Qui vit à Grenoble, donc qui est plus à distance des événements. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment justement d'étudier les points de vue, puisque bien sûr, ils ne vont pas réagir chacun de la même façon. Le mari, il va découvrir une facette de sa femme qu'il ne connaissait évidemment pas. La mère, Josette, va être vraiment dans l'incompréhension totale. Enfin, ils sont tous dans l'incompréhension totale. Mais il y en a qui vont assez vite douter de sa culpabilité, ou du moins de son innocence plutôt. Il y en a qui vont être dans le déni, il y en a qui vont être au départ dans le soutien et puis un peu moins après. Il y en a qui vont être dans le rejet. Et la question qui se pose, c'est surtout comment ils vont tous évoluer, déjà les uns par rapport aux autres, et puis aussi chacun vis-à-vis de Catherine. Est-ce que ceux qui soutiendront toujours? Est-ce que ceux qui rejetteront toujours? Et qui sera là à la fin? C'est un peu la question aussi, qui sera là à la fin? Qui aura su pardonner? Il y a une personne qui ne parle pas dans votre livre. C'est Catherine. C'est Catherine. C'est la mère de famille. Oui, parce que je voulais, en fait, c'était un vrai parti pris. Je voulais que tout le monde parle d'elle, mais qu'elle, on ne l'entende pas. Déjà parce que ça aurait été un peu trop simple, ou du moins le lecteur aurait peut-être eu trop d'infos dès le départ.
Donc là, comme on n'est pas dans sa tête, finalement, on ne sait pas d'ailleurs si elle est coupable ou pas. Et je voulais vraiment étudier les autres points de vue, le point de vue de l'entourage et pas celui de l'accusé, justement. Et donc c'est un roman choral à 5 voix et les deux enfants s'expriment, donc l'ado dans son journal intime et le petit garçon, on l'a au départ seulement, enfin au départ tout au long du livre d'ailleurs, dans les lettres qu'il envoie à sa maman. Donc finalement, on ne sait jamais trop ce que le garçon pense, puisque c'est ce qu'il écrit à sa mère. Oui, puis au début, pendant quelques années, c'est juste des cartes postales de vacances quasiment. Enfin, il n'y a pas vraiment le fond de sa pensée. Mais lui, c'est un petit garçon en plus qui a été peut-être pas surprotégé, mais presque, parce qu'évidemment que vu son jeune âge, on a essayé en effet de le protéger et on lui a pas tout dit, on lui a pas du tout dit pourquoi sa maman était en prison, etc. On a dit qu'elle avait fait une grosse bêtise. Donc voilà, c'est une expression passe-partout, mais c'est vrai que c'est potentiellement une très très grosse bêtise. C'est de façon avérée une très, très grosse bêtise. Il y a la question de, comme vous le disiez tout à l'heure, les familles des victimes sont assurées a priori d'un soutien de la part de l'opinion. De l'opinion, bien sûr, oui. Des médias. Des médias. C'est pas du tout le cas de la famille des coupables. On a l'impression qu'il y a une solidarité dans la culpabilité et qui fait que les enfants et les parents des coupables sont aussi considérés comme coupables. Vous avez des enquêtes là-dessus ? J'ai lu pas mal de choses là-dessus. J'ai lu des livres sur comment vivaient, par exemple, les familles à l'épreuve de la prison, justement. Et puis j'ai lu des témoignages de parents de criminels, par exemple. Et c'est vrai que Marc, déjà dès le départ, il est auditionné finalement le même jour que sa femme. Alors en audition libre, certes, mais il est interrogé par la police et tout ça. Donc tout à coup, leur quotidien, il est complètement bouleversé parce qu'il n'y connaissait absolument rien, évidemment, à ce genre de démarche et cette machine judiciaire qui se met en route. Donc lui, il va très vite devoir trouver un avocat pour sa femme. Et donc voilà, c'est un engrenage. Et puis il y a aussi le côté médiatique. Leur nom est sali dans les journaux. Ils se retrouvent... ils se retrouvent quelque part en tout cas culpabilisés, à défaut d'être coupables. Mais c'est pareil, je me suis inspirée de témoignages que j'ai pu lire de parents de criminels qui reçoivent des lettres, par exemple, assez sordides dans leur boîte aux lettres, ou qui ont leur maison qui est taguée comme si c'est de leur faute à eux, alors que leur seule culpabilité, entre guillemets, c'est juste de faire partie de la famille de l'accusé. Et, ils y sont pour rien. Et ils sont eux-mêmes, quelque part, des victimes, justement, collatérales de la situation. Dans vos deux livres, il y a la question, puisque les familles sont au cœur du sujet, en tout cas chez vous, Marie, c'est vraiment le soubassement qui ensuite amènera aux histoires des enfants devenus grands. Il y a la question des loyautés, ou de la loyauté. Comment abordez-vous cette question-là ? Est-ce qu'on est forcément... est-ce qu'il y a un devoir de loyauté envers ses parents ? Ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'enfant, on ressent un devoir de loyauté envers ses parents. On a naturellement une fidélité, un attachement. En fait, un père et une mère, on n'en a qu'un. Donc si on n'arrive pas à avoir une bonne relation avec eux, on n'est pas bien. Donc on essaye toujours de récupérer les relations, je pense, avec ses parents. C'est très rare de couper définitivement les ponts avec un papa ou une maman. Donc on va tolérer beaucoup plus de choses finalement de gens de sa famille parce qu'il y a cette idée que c'est la famille, on va pardonner, on va accepter des choses au nom de la famille qu'on n'accepterait jamais d'autres personnes. Et puis il y a cette notion aussi, je pense, de secret, que finalement celui qui parle, il va détruire la famille. Celui qui dit moi mon père il est violent, qu'est-ce qui se passe après, où je vais aller, c'est des conséquences dramatiques pour les enfants. Et donc on protège la cellule familiale, chacun un peu à son niveau. Et puis je pense qu'à l'extérieur, trop souvent, il y a l'idée que finalement ce qui se passe chez les gens, ça ne nous regarde pas. Et que c'est pas qu'il y a quand même un tabou sur ce qui se passe dans la cellule familiale. On lave son linge sale en famille, on règle ses problèmes en famille, y compris quand en fait ces problèmes sont des problèmes juridiques, légaux, qui nécessiteraient d'aller voir la police et de porter plainte. Et vous, Laure, jusqu'où va la loyauté ? Oui, c'est une grande question parce que
soutenir quelqu'un qui est innocent, c'est plus facile que soutenir quelqu'un qui est coupable, je pense. Et puis surtout quand ça se fait sur la durée. Le personnage d'Anaïs, l'adolescente, c'est vraiment lui qui est le plus central dans l'histoire. C'est les chapitres les plus nombreux. Et c'est vraiment un personnage qui m'a justement intéressée par rapport à la loyauté, parce qu'au départ, elle soutient sa mère, et quand elle comprend certaines choses, elle va être dans le rejet et dans la colère, mais vraiment, elle va être animée d'une colère qui va pas retomber, quoi, et qui va durer des années. Et elle a décidé en gros de ne pas pardonner à sa mère et de couper les ponts. Donc elle va plus aller la voir au parloir, elle va plus lui écrire, et elle est dans une coupure très nette. Donc la question qui se pose justement, c'est est-ce que ça sera jusqu'à la fin? Mais donc elle n'est pas dans cet esprit de loyauté ou esprit de famille, etc. Elle a quasiment rayé sa mère de la carte, quoi. C'est comme si elle n'avait plus de mère. Elle l'appelle, quand elle en parle, elle dit plus maman. Elle dit la mère ou la génitrice ou même elle l'appelle Catherine, quoi. C'est-à-dire que c'est plus sa mère. Et du coup, elle lui enlève le nom de maman. Voilà, c'est ça. Il y a, à l'inverse de ce que dit Marie et de ce que les personnages de Marie protègent dans son livre, il y a chez vous, c'était quelqu'un de très bien, mais y compris pour les membres de la famille. Chez vous, Marie, les enfants protègent le secret de la violence. Mais là, il n'y a même pas de secret. Bah surtout, la violence est inconnue. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un... Catherine, c'est une femme bien sous tout rapport, qui est investie dans des associations, qui est une bonne mère de famille, qui s'occupe bien de son petit mari. Enfin, elle a l'apparence de la femme parfaite, mais c'est peut-être qu'une apparence. Intérieurement, elle a des failles et voilà. Enfin, donc forcément, ça l'a conduit à mal agir. Mais j'ai perdu le fil de votre question, pardon. Qu'elle avait l'air, tout le monde a trouvé très bien. Oui, voilà, et c'est pour ça que ça surprend tout le monde. Au début, tout le monde se dit, mais évidemment que Catherine y est pour rien. Elle ne peut pas avoir fait ça, on la connaît, c'est Catherine. Mais Catherine, peut-être qu'elle avait une facette que personne ne connaissait et un jardin secret assez étendu. Ce qui est très étonnant, c'est que d'habitude, dans un livre, on va parler de ce que vous mettez de côté tout de suite. C'est-à-dire... l'histoire parallèle, l'espèce de complot, enfin voilà, tout ce qui se trame et ce qui est éminemment romanesque, c'est-à-dire l'action que vous prenez à la fin, c'est-à-dire au moment où le drame a eu lieu et sur lequel vous ne revenez pas en fait. Bah, on y revient un petit peu avec des éléments de l'enquête, mais oui. C'est vrai que quand le roman commence, les faits ont déjà eu lieu, donc ce qui m'intéresse, c'est la suite et c'est ce que va devenir tout le monde, et notamment la famille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pari que vous faites avec votre lecteur. C'est-à-dire que vous le mettez dans la situation de se dire peut-être que je suis en train de passer à côté d'une histoire, et vous nous tenez en haleine avec ce qu'on laisse habituellement de l'histoire. Quelle était la difficulté à écrire justement ce qui est habituellement rejeté dans les histoires, les faits divers? Bah, la difficulté, pour moi, qui n'écrit pas de roman policier, d'ailleurs ça n'en est pas un, c'était vraiment au niveau de l'enquête, des faits criminels, on va dire. Surtout que comme effectivement ça se passe en 2001, si je fais mes recherches actuellement... évidemment que ce que je vais trouver sur Internet, sur la police scientifique et tout ça, c'était pas connu en 2001, l'ADN, etc. Ça commençait, mais on n'avait pas les mêmes fichiers que maintenant. Tout ce qui est bornage téléphonique et compagnie, ça s'est évidemment précisé. Donc, il manquait des éléments et grâce à Olivier Norek, j'ai pu ficeler un peu mieux justement ma partie enquête. Vous aussi, Marie, il y a quelque chose de... Vous nous emmenez dans une histoire, je parle vraiment de la relation que vous tissez avec le lecteur. Vous nous emmenez dans une histoire où on voit, je pense à Zoé par exemple, qui est la jeune femme dont Gabriel fait la connaissance une fois qu'il est cet artiste connu. Alors ça commence presque comme un roman un peu sentimental, entre eux en tout cas. Et puis on voit cette jeune femme qui marche du côté soleil de l'existence, qui est une fille... drôle, belle parce qu'elle aime la vie, sensuelle. C'est exactement le genre de personnage qu'un écrivain aime faire basculer dans le trash.
parce que c'est jamais la personne à qui ça doit arriver, ce genre de choses. Donc vous nous mettez toujours en lisière avec un drame qui n'arrive pas là où on s'attend à le voir survenir. Comment est-ce que vous avez comploté, ourdi ce type de narration ? Alors il y a des choses que je savais moi dans l'écriture, mais par exemple je ne savais pas comment ça allait se terminer exactement. Et il y a une décision à un moment d'un personnage qui est capital, qui peut faire basculer le livre justement d'un côté ou de l'autre, dans l'obscurité ou dans la lumière. Et ça jusqu'au bout, cette décision, je ne savais pas laquelle ça allait être. Et après, comment je fais d'un point de vue vraiment écriture, moi je réécris énormément parce que j'ai pas de plan. Pour mes premiers romans, j'avais des plans, mais maintenant j'ai plus du tout de plans. Donc mes premiers jets, c'est très désordonné en fait, c'est très organique parce qu'il y a pas mal de choses qui apparaissent en cours d'écriture. Et à chaque fois, après, je reviens en arrière plusieurs fois pour revenir là où je suis arrivée dans le premier jet, mais cette fois de manière cohérente et logique. Mais comment ces livres-là sont nés en particulier? Comment ces histoires-là, qui sont vraiment particulières, l'une comme l'autre, comment elles vous sont arrivées? Moi, il y avait 2 points de départ. Il y avait cette statistique 3 sur 4 dont je vous ai parlé. Et puis, il y a mon sujet encore d'avant que j'avais envie de traiter. Là, c'était le sujet vraiment du traumatisme et du stress post-traumatique. Et au sens, il y a des événements qui font basculer votre vie. Vous étiez quelqu'un avant, vous êtes une personne différente après. Il faut apprendre à vivre avec. Et je l'ai vécu personnellement. Et j'ai mis très longtemps à comprendre que je ne redeviendrais pas la personne que j'étais avant. Et ça, ce sujet-là, il m'intéressait. Le sujet au moment du traumatisme, il y a un truc qui se passe dans votre cerveau qui bug, qui le reprogramme. Et cette reprogrammation-là, vous pouvez apprendre à vivre avec, vous pouvez limiter certaines choses, mais vous ne serez plus jamais la personne que vous serez avant. Et ça, c'était vraiment mon sujet de départ. Et dans ce livre, les 2 personnages principaux, Abigail et Gabriel, ils sont traumatisés parce qu'ils ont été soumis de manière régulière tout le long de leur enfance à des traumatismes dans leur foyer, c'est-à-dire l'endroit par excellence où ils auraient dû se sentir en sécurité, où ils auraient dû se sentir protégés du reste du monde. Et ils n'ont jamais ressenti le sentiment de sécurité, de protection qu'un enfant doit ressentir. Et dans ma réflexion sur le traumatisme, etc., moi, je me suis dit finalement, j'ai eu de la chance parce que j'étais grande quand tout ça m'est arrivé. Mais quand on est petit, qu'on n'a pas les outils, qu'on n'est pas encore construit, comment on se construit avec ça, quoi. Donc c'est vraiment parti de là. Et puis après, je tire le fil. Il y a plein de choses qui apparaissent en cours d'écriture au fur et à mesure, et où je me dis, je préfère ça comme ça, pour y avoir tel personnage qui fait ça. Mais je n'ai pas du tout en tête au moment où je commence à écrire. J'ai des éléments, et voilà, notamment, j'ai une idée quand même. Moi, je veux jamais donner au lecteur ce qu'il s'attend à lire. Ça, c'est très... oui, j'ai envie qu'il pense aller à un endroit et qu'il n'y aille pas. Donc, de toute façon, ma réflexion, elle va dans ce sens-là, quand je choisis les étapes de mon histoire. Mais j'ai pas tout. Est-ce que vous aviez Gabriel, ou est-ce que vous avez appris à le connaître au fur et à mesure de l'écriture? Je l'avais pas à ce point-là. J'avais pas cerné qu'il prendrait autant de place. Pour moi, l'héroïne du livre, c'était Abigail. Mais en fait, comme elle a cette relation quand même très forte avec son frère, qu'ils ont construit dans l'enfance, il a pris beaucoup plus de place que ce que je pensais au départ. C'était un personnage vraiment intéressant, en fait. Je confirme. Dans le livre de Marie, Gabriel et Abigail ont une relation entre frères-sœurs qui est extrêmement solide. Une fois qu'on a dépassé la signification du mot torgnole, qui fait partie des premiers indices à... Faut pas trop en dire. Le livre. Non, mais je dis pas d'ailleurs. Mais on commence à comprendre qu'ils ont une relation particulièrement tissée. Et vous, Laure, dans votre livre, la relation entre le frère et la sœur semble moins importante, comme si le traumatisme avait plutôt délié les membres de la famille.
Oui, alors déjà, il y a un écart d'âge en tout cas. Elle est vraiment dans l'adolescence déjà, elle est au bord de la crise et le fait que sa mère soit incarcérée, ça va la faire vraiment plonger dans la crise. Alors que Florian, c'est un petit garçon, donc elle a des connaissances de fait dont lui n'a pas connaissance. Et donc, évidemment qu'il y a déjà un écart là-dessus. Il y a un écart d'âge. Lui, il est très passionné par ses dessins et tout. Elle est déjà dans la vie avec les copains, les copines. Donc, ils ont une sorte d'écart, mais qui va se réduire, je pense, au fur et à mesure qu'ils vont grandir. Parce qu'on découvre quand même, au bout d'un moment, enfin de quelques années, hein, qu'ils se rapprochent. Ils ont retrouvé une proximité, sans doute, plus tard dans le livre, en fait. Mais par rapport au début, oui, je pense qu'entre le fait que ce soit une fille et un garçon, et surtout qu'il y ait cet écart d'âge, ils sont pas dans... Puis ils n'ont pas les mêmes éléments. Et c'est vrai qu'elle est un peu, au début, l'adolescente qui aime bien titiller un peu son petit frère. Lui, il chouine un peu, ça l'agace. Enfin, oui, ils sont pas proches. Après, j'ai aussi parlé du rapport frère-sœur, ou du moins sœur-sœur, entre Catherine et Nathalie. Mais oui, après, c'est vrai que c'est... Enfin, il y a toute la famille qui est aux prises avec l'événement, mais il y a aussi chacun... Enfin, j'explore vraiment chaque individualité, malgré tout. Et c'est vrai qu'Anaïs au collège, son frère à l'école primaire, déjà, il y a un monde entre les deux, quoi. C'est pas le même monde. Non, c'est effectivement pas le même monde. Marie nous a dit quelle était son intention, ce qu'elle avait envie de travailler, la question du trauma, etc. Mais comment, même si vous nous l'avez dit aussi tout à l'heure, lors de ce qui a présidé à cette envie d'écrire sur ce sujet-là, mais comment ensuite l'histoire, les personnages sont arrivés et comment cette histoire-là, vous l'avez racontée de cette manière-là, parce que vous, comme Marie, le sujet qui vous intéressait, qui vous occupait, vous auriez pu en parler de 1000 façons différentes. Donc, comment ces familles-là, ces contextes-là vous sont arrivés en jeunesse d'écriture? C'est par étapes. Hein. C'est vrai que j'avais vu cette émission là sur le criminel dans la famille, et donc tout de suite j'ai vu, il y avait une mère qui parlait de son fils qui était incarcéré. Il y avait une fille qui parlait de son père, etc. Et je trouvais que tous ces points de vue-là étaient intéressants. Donc c'est ça que j'ai eu envie de réunir. Et c'est pour ça que j'ai choisi le roman choral et qu'on soit dans chaque personnage, justement, les 5. Après, sur l'écriture proprement dite, les personnages, j'ai surtout eu le personnage d'Anaïs au départ et puis du papa. Mais quand j'ai voulu raconter ça au départ, les faits en eux-mêmes, le crime, c'était pas du tout clair dans ma tête. J'ai mis du temps déjà à savoir qui avait éventuellement commis ce meurtre, parce que ça aurait pu être le mari. J'aurais pu aussi choisir de parler d'un féminicide, l'homme qui tue sa femme. On en parle beaucoup en ce moment, et j'ai envie de dire, on en parle. C'est pas qu'on en parle trop, parce qu'il faut évidemment en parler. Mais moi, j'avais pas envie de parler de ça dans un roman, dans un énième roman qui aurait abordé ce sujet. Donc j'avais envie de prendre un angle différent. Et donc j'avais envie, oui, aussi d'être un peu en dehors du cliché. Donc j'ai pris une famille plutôt qui a une bonne situation, une mère bien sous tout rapport et tout ça. Donc après j'ai affiné petit à petit. Pour ma partie d'enquête, les faits se sont un petit peu éclaircis dans ma tête, mais c'est marrant parce que finalement, ce qui était le plus flou dans ma tête au départ, c'était vraiment les faits, justement. Et par contre, j'avais vraiment la suite de l'histoire, notamment le procès. Et quand j'ai commencé à écrire, comme j'étais bloquée sur le début, j'ai commencé à écrire en fait les chapitres d'Anaïs au moment du procès. Donc on est quasiment à la moitié du livre, enfin un gros tiers. Et j'ai écrit plein de chapitres d'Anaïs à la suite. Et à un moment, je me suis dit, bon, ce serait peut-être bien que je revienne au début quand même, parce que j'avais finalement pas vraiment commencé mon roman. Donc je suis revenue au départ. Et c'est là que j'ai appelé, par exemple, Olivier. Et donc je l'ai écrit après, et j'ai rejoint là où j'étais rendue, et j'ai continué comme ça, en intercalant les narrateurs. Alors c'est vrai que je fonctionne différemment de toi, je pense, Marie. Mais moi, j'ai tendance à... Pareil, dans mes premiers romans, j'avais un plan très précis avec toutes mes scènes et tout ça. Maintenant, je suis un peu plus jardinière, enfin, je suis entre les deux. Mais je visionne, par exemple, une dizaine de scènes. J'écris ces scènes-là, ça fait en gros 10 chapitres. Et puis après, je continue comme ça, je vais point par point, pas par pas. Parce qu'il y a beaucoup de chapitres, hein. Je crois qu'il y en a 250, ils sont très courts, mais il y a des chapitres très 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 courts, il y en a un qui fait qu'une phrase. Et donc l'écriture se fait comme ça. Par contre, moi je reviens jamais sur ma structure. Je sais pas, ça se met en place assez vite. Après, il y a quand même eu évidemment réécriture. J'ai refait 2 autres versions après, où j'ai peaufiné même des aspects justement de l'enquête, avec des histoires de mobile et d'alibi que j'ai un peu affinées. Enfin, voilà.
Mais l'écriture, oui, c'est pas d'une traite, c'est pas non-stop et puis on n'y retouche pas. Enfin, Et pour une fois, c'est assez rare, mais là j'ai eu besoin d'avoir ce qu'on appelle des alpha lecteurs, c'est-à-dire des gens qui me lisaient au fur et à mesure de mon écriture pour me donner un peu leur avis et me dire un peu ce qu'ils imaginaient. Voilà, pour voir leur ressenti. Parce qu'en fait, quand on écrit, on a beaucoup de mal, enfin je sais pas toi, à avoir du recul sur ce qu'on écrit en fait. Parce que nous, on la connaît, notre histoire, on sait où on veut aller, mais que perçoit le lecteur, etc. Mais c'est vrai que quand j'écris maintenant, je fais un peu comme Marie, enfin moins parce que je fais pas forcément des twists, mais j'essaye aussi des fois d'entraîner le lecteur vers une fausse piste et je me pose vraiment la question de qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il doit croire. Et donc oui, voilà, j'oriente un peu pour qu'il se dise ça, peut-être que ça sera faux, mais voilà. Ça met des petits éléments, on va dire, de suspense. Mais ça, c'est sacrément gonflé parce que vous pouvez tomber, vous avez toutes les deux, vous êtes très lues, vous avez l'habitude d'être lues par des lectrices et des lecteurs, mais qui lisent beaucoup aussi, donc à qui on ne la fait pas non plus. Donc vous n'avez pas, les lecteurs sont aussi des professionnels. Ah, oui, oui. Donc il faut faire très attention à être très habile. Moi, je fais beaucoup de recherches. Donc j'ai écouté énormément de chroniques judiciaires, d'affaires criminelles, etc. Et pour la scène du procès, qui est assez longue, je me suis rendue moi-même, j'ai assisté à un procès d'assises. Parce que j'ai envie de rien laisser au hasard, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi et qu'après justement quelqu'un qui connaît très bien le sujet me dise non mais là c'est n'importe quoi ce que vous avez raconté, ça se passe pas comme ça. Donc j'ai besoin de voir les choses de l'intérieur et d'étudier vraiment le sujet en visionnant aussi des reportages, etc. Sur la prison de Rennes, j'ai lu un livre qui a été écrit par une surveillante. J'ai regardé des reportages à la télé qui parlaient de cette prison-là particulièrement. Voilà, et donc, voilà, je veux savoir de quoi je parle et je laisse rien au hasard. Et j'ai quelqu'un qui est une policière en fait qui l'a lu là récemment et qui m'a dit mais super parce que enfin, y a rien, c'est pas faux quoi, parce qu'elle me dit des fois je lis des romans policiers, franchement il y a des choses c'est pas cohérent ou c'est pas, et elle m'a dit non mais là impeccable. Donc ça m'a rassurée. Vos alpha lecteurs, alors vous tenez compte de ce qu'ils vous disent, est-ce qu'il n'y a pas aussi la tentation de voir de venir s'immiscer dans votre écriture, dire mais tu devrais faire plutôt ci ou ça, ah mais non on va dans cette direction. À quel moment vous les arrêtez en fait c'est pas tant les conseils qu'ils donnent que leur ressenti. Et ce qu'ils croient à ce stade de l'histoire, qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce qu'ils pensent que Catherine est coupable ou pas? Pourquoi? C'était plus ça qui m'intéressait. Mais oui, quand on écrit, on a beaucoup de mal à avoir du recul sur ce qu'on a mis finalement dans le roman. Surtout qu'après, chacun s'empare avec qui il est. Et des fois, on est toujours, même une fois le roman fini, on est étonné parfois de comment les lecteurs reçoivent le roman, comment ils interprètent les choses et tout ça. Enfin là, a priori non, mais des fois on est étonné par l'impact ou le ressenti des lecteurs. C'est pas facile de savoir ce qu'ils vont se dire. Et par rapport au lectorat, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est une prise de risque? C'est vrai que là, il est sans doute différent des romans que j'ai pu faire avant. Et en même temps, pour moi, j'ai avant tout raconté l'histoire d'une famille. Donc il me semble pas si j'ai fait un pas de côté, mais j'ai pas fait un grand virage, quoi. Je vous confirme, c'est l'impression qu'on a en vous lisant, en effet. Marie, la dernière allumette, le livre est venu comment? Alors le thème, vous nous l'avez expliqué, mais ensuite, ces personnages, ils ont surgi comment? Vous les avez contrôlés? Vous les avez laissés venir? Comment ça s'est passé? Un peu des deux, c'est-à-dire je suis partie en me disant c'est un frère et une sœur, ils ont grandi ensemble, mais ils s'en sont pas sortis de la même façon, dans la même situation. Et après, après il y a des personnages qui apparaissent, il y en a qui prennent plus ou moins de place, qui prennent plus ou moins de décisions. Je les laisse quand même pas mal vivre, parce que c'est un peu comme des humains, quoi. Un humain, c'est pas toujours prévisible, ça prend des décisions parfois pas totalement rationnelles. Moi, j'ai l'impression de me promener, quoi, dans mon histoire et de regarder. Et parfois, je reviens en arrière en me disant je suis allée dans cette direction, mais en fait, ça me plaît pas, ça marche pas. Donc, finalement, je vais plutôt faire comme ça. Pour reprendre une image du livre, Abigail, qui, quand elle est petite, elle dit qu'elle a un arbre dans la tête, parce qu'elle a des idées qui partent dans tous les sens.
Et souvent, on imagine qu'une histoire, c'est une ligne droite. On va de A à B, de B à C. Et non, justement, une histoire, c'est un arbre. Elle peut aller dans tous les sens. À chaque page, vous pouvez prendre une direction différente. Vous pouvez, dans ce livre, par exemple, où il y a 3 voies, pour moi, il y a 3 branches. Et la question, c'est dans quelle direction elles vont. Parce que ça pourrait bifurquer n'importe où, à n'importe quel moment. Et moi, je me laisse le temps d'explorer, justement, ces possibilités. Donc c'est pas très planifié. Même votre psy, le psy qui est un des personnages récurrents du livre, il n'est pas tout à fait comme il devrait être. Non, parce que c'est un humain aussi. Et donc, il y a un moment, il s'investit trop. Et à la fois, il a conscience qu'il s'investit trop, qu'il devrait envoyer sa patiente chez un autre médecin, parce que lui n'arrive plus à pas s'inquiéter pour elle, parce qu'il voit bien qu'elle est en danger chez elle, qu'elle s'en rend pas vraiment compte, qu'il faudrait qu'elle porte plainte contre son mari, qu'il faudrait qu'elle quitte son mari, qu'elle s'éloigne, et elle veut pas. Et en plus, c'est un psy d'un certain âge, qui est très proche de la retraite, qui connaît pas bien le sujet. En fait, elle a débarqué chez lui un peu par hasard, et c'est pas son sujet, les violences conjugales. Et il s'implique beaucoup. Et moi, je suis persuadée qu'il y a plein de médecins, de docteurs. Évidemment qu'il faut avoir une distance avec ses patients, etc. Mais c'est aussi des humains. Et il y a forcément des moments où ils se retrouvent investis émotionnellement avec leurs patients. Et ça, je trouvais ça intéressant, justement, aussi d'observer ça, quoi. Il vous permet de traiter une chose, ce psy, en discutant avec sa patiente, c'est la manière dont cette femme ne veut pas être considérée. Elle sait ce qu'est une femme battue, mais il y a quelque chose, et qui est certainement très, très, très partagé. On ne veut pas ressembler, on ne veut pas être ces femmes-là. Il y a quelque chose d'un échec ou d'une faiblesse qui va avec l'expression femme battue. Et vous en parlez dans ce livre pour le battre en brèche. Oui, parce qu'il y a cette idée, en fait, il y a une culpabilité de la victime de violence, de se dire, mais d'abord, peut-être que si je subis ça, c'est que je l'ai mérité, parce qu'elle défend souvent son mari en disant, bah oui, mais je l'ai poussé à bout. Et cette image de la société qui est que pour être victime de violence, il faut être faible, avoir une personnalité pas très affirmée finalement, qui nie ce qu'est la réalité de l'emprise que peut avoir une personne violente, manipulatrice sur une victime. Et d'ailleurs, elle dit à un moment cette phrase qui est que parfois, on considère presque de manière encore plus négative la femme qui accepte de subir entre guillemets, de subir les violences que celui qui les commet. Et ça rejette la culpabilité sur elle. Et comme elle dit, à l'extérieur, elle a une image d'une fille forte, qui va bien, etc. Et elle n'a pas envie que les gens la considèrent comme une victime. Parce que c'est un statut qui est dévalorisé, en fait. Toutes les deux, vous avez choisi des thèmes qui sont très durs, en fait, très difficiles et finalement très contemporains. Qu'est-ce que vos livres vous ont appris sur le sujet que vous avez, qui s'est emparé de vous ou que vous avez choisi de traiter ? Moi, j'ai appris énormément parce que la violence conjugale intrafamiliale, c'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu personnellement. Et donc, j'ai fait énormément de recherches. J'ai écouté ce podcast passionnant de Mathieu Palin qui s'appelle « Des hommes violents ». J'ai lu son livre dans la foulée. J'ai fait aussi énormément de recherches sur des forums. J'ai tapé sur Google mon mari me bat, papa tape maman, porter plainte contre mon mari, ma femme a porté plainte contre moi, je voudrais retirer la plainte contre mon mari. Et là, c'est des vrais gens qui parlent et des vrais gens qui leur répondent. Et alors c'est un tunnel, c'est flippant de descendre là-dedans parce que j'ai passé des heures à lire ça et sincèrement, c'était pas sympa. Enfin, c'était difficile. Vous dites le sujet est difficile et c'est vrai. Et l'écriture a été difficile. C'est peut-être le livre qui a été le plus éprouvant à écrire. Et d'un autre côté, ce qui était intéressant, c'est que parce que je suis moi d'une nature quand même optimiste, que j'écris pas des livres pour plomber les gens, etc.
tout le cheminement finalement du livre d'écriture, ça a été dans tout ça essayer de retrouver la lumière. Et c'était quand même, je parlais tout à l'heure des choix qu'on fait d'aller dans une direction plutôt qu'une autre. Et quand même, ancré quelque part, j'avais l'idée que dans la vie, de toute façon, il y a les choses difficiles, mais il y a aussi la joie, il y a aussi l'amour, il y a plein de... et pour moi, parler des difficultés sans parler de la lumière, c'est tricher. De la même manière qu'on ne peut pas parler que de ce qui va bien sans parler de ce qui est dur. Vous aussi, vous avez eu des bêta-testeurs ou des alpha-lecteurs. Vous avez eu besoin de vérifier que la direction que vous preniez ou que la manière dont vous entubiez votre lecteur fonctionnait bien? Moi, j'ai toujours pas mal de bêta-lecteurs. Parce que comme le disait Laure tout à l'heure, et je suis complètement d'accord, on a la tête dans le guidon, on perd très très vite le recul sur ce qu'on a écrit, donc j'ai besoin d'avoir un regard extérieur. En revanche, je leur donne jamais avant d'avoir terminé une première version déjà bien aboutie. J'ai besoin, moi, d'être claire avec ce que je veux raconter, parce que la question après, pour moi, c'est est-ce que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire ? Mais je ne veux pas remettre en cause ce que je voulais faire. Donc c'est pour ça que je donne que des romans qui sont déjà bien aboutis à lire. Mais par contre, je peux le donner à lire à beaucoup de personnes. Et vous, Laure, qu'avez-vous appris de vos personnages et de cette histoire ? J'ai appris pas mal de choses sur le système judiciaire, sur évidemment tout ce qui est partie de la partie d'instruction, etc., jusqu'au procès. Le procès d'assises, évidemment, l'ayant vécu de l'intérieur... j'ai vécu ce que ça pouvait être. J'ai jamais été jurée, mais déjà quand on est dans le public, c'est vraiment une expérience étonnante à faire et qui peut être difficile aussi, évidemment. Mais en même temps, il y a tout un genre de protocole. C'est pas du théâtre, évidemment, parce que c'est très réel, mais il y a quand même un rôle pour chacun, les costumes, les entrées, les sorties. C'est un peu étonnant à voir. Et puis tout ce qui est le sujet de justement la famille à l'épreuve de la prison, ce que c'est que vivre en prison, ce que font les prisonniers en prison. On a l'impression qu'ils restent dans leur cellule, mais en fait il y a plein de choses qui se passent en prison. Donc après, moi ce qui m'intéressait, c'est les prisons pour femmes, c'est un peu différent. Il y a à peine 3% de prisonnières en France, donc 97% d'hommes contre à peine 3% de femmes, donc c'est très très peu. Et donc elles sont d'ailleurs peut-être que la question de l'incarcération des femmes n'est pas assez étudiée, justement. Elles ont leurs propres problématiques aussi. Et puis voilà ce que ça fait dans les liens d'une famille, parce que ça se dissout forcément, surtout sur les années. C'est prouvé que les liens familiaux se délitent souvent, parce que clairement, des enfants jeunes qui vont au parloir voir maman... c'est difficile et c'est vraiment pas un lieu pour un enfant, une prison. Il y a tous ces grincements, ces clés, ces passages. Alors en plus, ça se passe en 2001, les prisons étaient en moins bon état qu'aujourd'hui et de ce que j'ai lu, il y a les odeurs, les bruits. C'est un peu un cauchemar quand même pour un enfant de vivre ça. Donc j'ai voulu creuser aussi tout ça, même si, comme Marie, l'idée c'était pas du tout de faire un roman plombant. c'est pas un polar, c'est pas un roman noir. C'est une histoire de famille. Il y a aussi, j'espère, un peu de lumière et de lumière au bout. mais c'est une histoire, que devient cette famille? C'est ça la vraie question. Et puis j'ai aussi, évidemment, étudié tout ce qui est le passage à l'acte. Parce que la question qui se pose aussi, c'est qui est-ce qui peut mener quelqu'un à commettre un crime? Alors je ne parle pas évidemment d'un serial killer qui aurait des problèmes extrêmes, mais quelqu'un d'ordinaire, entre guillemets, parce qu'il y en a. J'ai écouté plein d'affaires criminelles où tout à coup, jamais on n'aurait pensé, ni les voisins, ni la famille, et puis un jour, voilà. Donc c'est intéressant. Moi j'aime bien écrire sur ce qui m'interroge, et j'ai trouvé qu'il y avait plein de questions qui se posaient à travers toutes ces questions, justement. Voilà. En tout cas, j'ai rarement lu des livres dont la personnalité était aussi disjointe du plombant du sujet évoqué. C'est-à-dire que si le pari c'était de raconter, de faire vraiment œuvre romanesque avec vraiment toute la puissance des outils de narration, le brio et la virtuosité de l'écriture au service donc de l'histoire, en dépassant le sujet tout en le servant,
Honnêtement, ces 2 livres-là sont vraiment remarquables de ce point de vue. Merci beaucoup. Je redonne alors la dernière allumette. On pense aux allumettes suédoises, on pense à la petite fille aux allumettes. Pourquoi ce titre ? Alors il y avait l'idée de la petite fille aux allumettes, et puis parce que Abigail, l'héroïne, adore jouer avec les allumettes quand elle est petite, et que forcément une petite fille qui joue avec les allumettes, ça fait un peu peur aux adultes. Et il y avait après la portée symbolique qui est l'allumette, c'est une petite flamme, c'est la petite flamme dans l'obscurité, et à la fois c'est très fragile, c'est éphémère, ça dure quelques secondes, mais avec cette petite flamme, vous pouvez aussi tout faire péter, quoi. Et j'aime bien cette ambiguïté de la petite lumière qui peut devenir très grande. Ou qui, comme elle a un QI très important, un QI, comme elle le dit, on pense un peu au début aussi à la série Sherlock, la dernière avec Benedict Cumberbatch et la sœur qui est cet être profondément maléfique et qui justement met le feu. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu la série. Vous le verrez, vous verrez qu'à un moment, on pense à votre personnage. Oui, il y a quelque chose. La dernière allumette, Marie Vareille aux éditions Charleston. Merci. Et puis Laure Manel, 5 cœurs en sursis. Il n'y a pas de sursis dans cette histoire. Non, mais dans le sens où ils sont un peu, ils ont presque le cœur arrêté, notamment à l'écoute de la sentence, le verdict au procès. Voilà, il y a cette attente, ces 5 cœurs qui sont, voilà. Et puis ils attendent 20 ans en fait. Oui, ils vont attendre un moment. Il y a quand même un sursis de 20 ans, oui. Laure Manel, 5 cœurs en sursis aux éditions Michel Lafon. Merci à toutes les deux. On vous retrouve en signature juste là, je crois. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci.